Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier lentre de la lecture de 2025. Bon retour à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme à notre habitude, nous allons aborder quelques livres Star Wars ainsi qu'une excellente découverte que j'ai faite au Salon du Livre de l'Estrie en 2024. C'est parti! Je tenais à vous féliciter puisqu'ensemble nous avons passé au travers de la moitié de la série New Jedi Order. Dans l'un des derniers épisodes, je vous avais parlé du 9e tome de la série. Aujourd'hui, nous allons parler de Dark Journey par Ellen Cunningham. Pour l'histoire, très important, je les note. Jacen Solo et ses alliés Jedi sont à bord d'un vaisseau volé au Yuuzhan Vong après leur mission qui s'est très mal terminée sur la planète Murk. Ils rejoignent la planète Apes afin de trouver de l'aide et trouvent de nouvelles façons de contrer leurs ennemis avec leur propre technologie pendant que Jaina semble prise entre le côté lumineux et sombre de la Force. On dirait presque que c'est un auteur qui a écrit ce résumé. Vu que ça fait longtemps quand même qu'on s'en est parlé, j'aimerais vous faire un petit résumé du tome 9 que je vous rappelle, j'ai pas trop aimé. C'était le plus gros livre de Star Wars que j'ai lu et c'était simplement Coruscant, la planète ville de Star Wars qui apparaît surtout dans Clone Wars, se fait attaquer par les Yuuzhan Vong, est envahi, la Nouvelle République est forcée de fuir et un commando de Jedi est envoyé sur Murk, dont Jaina, Anakin et Jacen Solo, afin de détruire la reine des Voxins, une créature entraînée par les Yuuzhan Vong afin de tuer des Jedi. Malheureusement, cette mission se déroulera très mal. Plusieurs Jedi vont perdre la vie, dont un personnage très important des Legends. Et bien bizarrement, je pense que j'ai vraiment préféré le dernier livre, moi qui l'avais pas tant aimé, mais ça reste quand même des petits côtés positifs, ça reste Star Wars. Je me suis plongé facilement, c'est un petit livre. Un des trucs que j'aime avec la série New Jedi Order, c'est que justement, des fois les livres sont plus petits, fait que si jamais on accroche moins, c'est moins lourd à suivre, mais vous pouvez le sentir que j'essaie de trouver des côtés positifs à ce livre-là. Et c'est normal parce que j'ai pas tant trippé, on va dire, mais côté positif, il y avait un petit passage avec un bal. Ça fait très différent de l'atmosphère générale d'habitude sur la planète de Apes, avec une ancienne reine qui essaie de faire des coups montés, un prince qui était supposé d'être marié à princesse Leia, et Jaina est mêlée à toute cette histoire. Elle participe à un bal, s'habille avec une nouvelle robe, ce qui est très différent de ses habits de Jedi habituels. J'essaie vraiment de trouver des petits côtés positifs à cet ouvrage, mais il n'y avait pas de grandes nouveautés. Et justement, le passage avec le bal, c'était très court. Mais il y avait une scène qui était effectivement très touchante, c'était les funérailles justement d'Anakin, c'est qu'on retrouve beaucoup de Jedi pleurant le Jedi tombé. C'était vraiment une bonne scène, mais est-ce que ça sauve l'intégralité du livre? Je pense pas pour 2 scènes, malheureusement. Et on est déjà dans la partie négative, malheureusement. Donc, ça veut beaucoup trop s'allonger pour rien. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit dans un autre épisode. Je trouve sincèrement que 19 livres, c'est beaucoup trop. Et ça, je le dis depuis le début, en fait. Ça aurait pu s'arrêter à 10 livres facilement parce que là, Dark Journey, c'est vraiment un livre filler où il se passe vraiment pas grand-chose. Il y a un fait étrange, justement, que j'ai remarqué, qui est un peu rétabli dans le livre d'après, que je suis en train de lire, en fait. Han Solo, dans le premier livre, a perdu son meilleur ami Chewbacca, et là, ça fait plusieurs livres Star Wars que je vous parle de cette série-là, fait que je suis désolé de vous spoiler. En vrai, c'était une mort qui était assez marquante pour moi, et justement, Han Solo réagit à la mort de Chewbacca. Et pendant 6 mois, il se coupe de sa famille, participe à des missions pour être sûr de ne pas être affilié à la Nouvelle République, redevient carrément un smuggler qu'il était avant l'épisode 4 de Star Wars même. Donc, il retrouvait vraiment sa vieille habitude, et là, il perd son fils, et j'ai l'impression que le ton est très léger. Il avait l'air beaucoup plus affecté par la mort de Chewbacca que par la mort de son propre fils. C'est bien sûr rattrapé dans le livre d'après, comme je vous le dis, mais je trouve que c'était vraiment mal balancé, cet élément-là. Et même si je trouve que c'est un point comprenable parce que Jaina a perdu l'un de ses frères et que son frère jumeau est porté disparu lors de la mission Commando, que son traitement du personnage est vraiment étrange. Elle est rendue baveuse, elle se plonge carrément dans le côté obscur, quitte à utiliser des Force Lightning, se joint à Kip Duran, qui est dans plusieurs autres livres de la série, et l'a manipulé afin de participer à des missions qui étaient pas très legit, et qui est considéré comme un Jedi qui est vraiment pas cool à suivre.
étant donné que dans sa jeunesse, il a fait quand même exploser plusieurs systèmes solaires avec une super arme désignée par l'Empire. Et j'ai hâte de voir c'est quoi le traitement qui va être apporté à ce personnage que j'adore beaucoup, qui a été introduit dans The Last Command. Pour le deuxième livre de l'entre de la lecture, nous allons parler de Péché ordinaire par Hugo Meunier. Pour l'histoire, une rupture mal digérée, un voyage en amoureux pour tester si ça passe ou ça casse, un vieux couple qui élargit ses horizons, un esclave en quête de liberté, un coup de chance lourd de conséquences, un policier au bord de l'explosion, 7 influenceurs sur une île déserte, orgueil, jalousie, luxure, gourmandise, avarice, colère, paresse. Les 7 péchés capitaux passent au tordeur dans ce roman choral sous la plume lucide et incisive d'Hugo Meunier. Ça a été l'un de mes coups de cœur du dernier mois. J'ai vraiment adoré cette lecture, je suis vraiment content d'avoir découvert cette lecture, cet auteur, et j'ai vraiment hâte de lire d'autres de ses livres. Fait intéressant, ses écrits paraissent dans la même maison d'édition que David Goudreau, l'un de mes auteurs préférés. Donc dans les côtés positifs, clairement, on a un style, surtout dans la première partie Orgueil, qui se rapproche beaucoup de David Goudreau, j'ai trouvé. Dans les autres passages, après ça, on a vraiment un style qui est authentique de l'auteur. Dans les premiers passages, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un style qui ressemblait à David Goudreau, qui mélangeait poésie et critique sociétale. J'ai beaucoup aimé les thèmes des péchés capitaux, justement, qui rejoignent notre monde actuel. Et le style de l'auteur est vraiment parfait pour mélanger nos perceptions. Justement, dans le bout d'Orgueil, le premier chapitre, il y a 7 chapitres en tout pour chaque péché capital. Max, on croit tout le long que c'est un père de famille, que c'est un homme. Eh bien, en fait, non, c'est une femme. Jamais que les pronoms il ou elle est mentionné, ce qui nous confuse. Que Max, durant tout le long, on pense que c'est un homme qui trompe sa femme Dominique avec quelqu'un qui se nomme Gabriel. Et même là, les noms peuvent porter à confusion parce que Dominique, ça peut autant être une fille qu'un homme. Max, ça peut être Maxime, autant un gars qu'une fille. Gabriel, même chose. Donc, ça vient vraiment mélanger notre perception, ce qui est vraiment un bon thème qui est souvent utilisé dans le livre. Et justement, un des points qui revient souvent sur les sites où c'est qu'on critique ce livre-là, toutes les histoires sont liées d'une certaine façon. Justement, dans Orgueil, Max, à un moment donné, va promener son chien et il va croiser Simon et lui parler. Puis Simon, il a de l'air un peu spécial. Il lui parle qu'il s'en va dans le sud avec sa nouvelle blonde. Puis après ça, on passe à autre chose. Puis après ça, on peut se dire, bon, c'était juste une rencontre avec Simon qui promène son chien au parc à chiens. Mais non, puisque Simon, c'est le personnage principal avec sa blonde dans le prochain chapitre qui s'appelle Jalousie. J'aimais vraiment qu'il y avait des liens justement dans Luxure. Il y a un homme et une femme d'une certaine âge et leurs enfants, ben, c'est des personnages dans les autres chapitres. Fait qu'il faut vraiment porter attention à ce détail-là parce que des fois on peut être porté à se dire ouais mais c'est qui ces personnages-là des fois. Faut juste porter attention mais c'est vraiment pas difficile. Souvent le livre te ramène à qui est qui. Justement dans le chapitre Jalousie, le deuxième où est-ce que Simon apparaît. J'aime beaucoup qu'on partage son point de vue avec ce qui se passe dans le resort dans lequel sa blonde et lui sont. Sa blonde qui s'appelle Josiane. Exemple, on a son point de vue qui se déroule durant un party avec un couple d'amis qu'ils ont rencontré sur le site. Puis on a le point de vue de la fille avec leurs deux psychologiques qui sont vraiment différents. Donc en tant que lecteur, c'est vraiment intéressant de savoir le point de vue des deux personnages où la situation va très très mal se terminer d'ailleurs. Puis tu vas savoir pourquoi ça s'est rendu jusque-là. Avec le petit thème de la jalousie, on peut se douter de qu'est-ce qui se passe aussi. Oui, puis ça, c'est un truc que j'ai vraiment aimé. Comme je vous ai dit, tout est lié ensemble. Les personnages se connaissent tous, puis à un moment donné, dans chaque chapitre, chaque personnage principal est lié avec un autre personnage principal des autres chapitres. Et à un moment donné, débarque le chapitre qui se nomme Gourmandise. Au début et jusqu'à la fin du chapitre, je ne comprenais rien. On suit quelqu'un qui s'appelle Gustave, qui est décrit comme un esclave qui est apporté d'Europe en bateau. C'est que des gens sont morts dans le bateau jusqu'au Canada où il est devenu un esclave. Est-ce que ça se passe dans les années 1800, 1700? C'est tout au long de ce chapitre-là, on se demande, ok, mais pourquoi Gustave est lié avec les autres personnages? On n'a pas d'époque, on n'a rien. Et là, il veut s'enfuir avec une autre personne qui fait partie de ce manoir. Il est décrit comme quelqu'un de maltraité, qui est envoyé dans une pièce où dormir, où c'est tout petit comme le cubicule d'Harry Potter. Et pendant tout le long, je me disais, ben c'est quoi qu'on suit? Je comprends rien. Et au dernier moment, quand justement Gustave réussit à s'échapper, on comprend qui il est. Je veux pas vous spoiler parce que c'est vraiment une bonne surprise d'ailleurs. Et là, tu fais, ah, ok, c'est pour ça que c'est lié aux autres personnages et tout. Puis c'est vraiment, vraiment bien fait.
Et j'ai pas grand chose à dire de négatif sur ce livre à part le dernier segment malheureusement. Même lui et Colère qui m'ont vraiment moins rejoint. Mais le dernier segment paraît suit Dominique, l'ex de Max, qui était le personnage principal du segment Orgueil. Et Dominique, lui, ça a été un ancien comédien qui a été dénoncé sur les réseaux sociaux pour avoir fait des attouchements sexuels à des gens et qui a été dénoncé par des femmes et tout. La poussière est un peu retombée. Il veut recommencer un peu sa carrière, recommence des petits shows dans les clubs. Et à un moment donné, on l'approche afin de participer à un événement en ligne que à chaque jour, sur une île privée, il va devoir se filmer et à chaque jour, des gens qui sont partis du club, on va dire, de cette émission-là, va devoir voter sur c'est qui a fait la meilleure vidéo à chaque jour et quelqu'un va se faire éliminer. Ça peut être des influenceurs de TikTok, de Instagram, de OnlyFans, mais c'est tous des gens qui ont un caractère très 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 particulier, complotiste, très renfermé, très jugeur. Et ce passage-là, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre parce que justement là, ça faisait très forcé sur certains segments. À un moment donné, tu comprends c'est quoi le lien avec les autres personnages parce que Dominique fait quand même partie de la famille, on se le rappelle. Et à chaque fois qu'un candidat est éliminé, il se fait emprisonner sur l'île et quand que Dominique réalise ce fait, ça le fait pas paniquer plus que ça. En plus, il est emporté sur l'île de force. C'est un peu bizarre qu'il veut vraiment participer à cette émission-là, surtout que, ok, ça donne la visibilité, c'est le fun, mais il me semble que ça donnait comme 50 000 $. Fait que ça, j'ai trouvé vraiment que c'était un passage bizarre, puis la paresse, c'est par rapport aux influenceurs, que c'est trop facile de faire ce genre de métier-là, pis tout. Fait que c'était correct. Ça restait quand même un excellent livre. Ah ben bonjour! Allô. On va recommencer. Comme dernière lecture, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'est totalement à cœur. Je sais pas si vous savez, mais j'aime beaucoup Star Wars. Mon film préféré de la saga est l'épisode 3, Revenge of the Sith. Bien que logiquement, mon deuxième préféré, ça devrait être Empire Strikes Back, qui est l'épisode 5. Eh bien non, mon deuxième préféré de toute la saga au grand complet, c'est un des plus controversés, des plus détestés, qui est Attack of the Clones, qui est l'épisode 2. Et Attack of the Clones, il me semble que c'est l'un des premiers, si c'est pas le premier film que j'ai vu au cinéma. Il y en a qui l'aiment pas à cause de la romance, des dialogues, alors que moi je l'ai trouvé brillant de bout en bout. Et donc, il y a longtemps, j'ai lu la novélisation de l'épisode 3, qui était dans le gros recueil Dark Lord of the Sith, qui regroupait Labyrinth of Evil, Star Wars Revenge of the Sith et Dark Lord The Rise of Darth Vader. Et ce qui est intéressant avec la novélisation des films, c'est que justement, c'est les mêmes scènes des films, mais qu'en plus, on a accès au psychologique des personnages, ce qui, selon moi, ajoute de très bonne qualité à ces œuvres. Tout arrête de chanter. Pour l'histoire, pour ceux qui connaissent pas le film, pour ceux qui s'en rappellent pas, Padmé Amidala, une sénatrice de Naboo, anciennement reine de cette planète, veut se rendre à Coruscant afin de parlementer un traité comme quoi la République ne devrait pas avoir d'armée et va être la cible de plusieurs assassins. Elle va donc être escortée par Anakin Skywalker pendant que Obi-Wan Kenobi va trouver qui est l'assassin pour finalement débuter la guerre des clones. Alors sans surprise, c'était une lecture des plus merveilleuses pour moi, qui a même embelli mon amour pour ce film. Dans l'épisode 1 de Star Wars, on a Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi qui se retrouvent par hasard sur Tatooine, après s'être évadés de Naboo avec la reine Amidala. Ils retrouvent un enfant du nom d'Anakin Skywalker. Celui-ci a énormément de médichloriens en lui, un organisme qui se lie avec la Force et qui fait en sorte que son hôte réussisse à se lier plus facilement à la Force. Plus qu'il a médichloriens, plus il est fort dans la Force, en théorie. Cet enfant est ramené au Temple Jedi et grandit, abandonnant sa mère sur Tatooine. Et justement, dans les points positifs de ce livre-ci, on a plusieurs scènes ajoutées qui ne font pas partie du film, à moins d'être dans les extras, mais j'ai pas vu les extras encore. Justement, dans le prologue, on a une vision de Anakin qui rêve de sa mère prise sur Tatooine. On a même plusieurs fois le point de vue de Shmi, sa mère, qui est avec sa nouvelle famille, l'oncle et la tante de Luke Skywalker dans l'épisode 4. Fait que tout est lié. J'adore que pendant les dialogues, les mêmes scènes des films qui se retrouvent
retrouve ici dans le livre. On a le psychologique et les pensées des personnages. Les pensées de Padmé et d'Anakin, c'est justement les plus importantes parce que beaucoup de monde ont reproché au film de pousser trop rapidement la romance entre Anakin et Padmé. L'affaire que j'aime avec cette romance-là, c'est que justement Padmé, depuis son adolescence, elle a été promue reine, sénatrice, doit travailler pour son gouvernement. Elle n'a jamais eu de vie à proprement parler. Elle s'est jamais laissée tenter par l'amour, par vraiment l'amitié. Ça a toujours été le devoir en premier lieu. Et Anakin, lui, ne vit que de passion, ce qui est totalement contraire à sa vie de Jedi. Lui qui doit s'abstenir de toute émotion, ben lui, il est rentré dans l'ordre alors qu'il avait 10 ans, ce qui est extrêmement tard si ce n'était pas du fait que justement les gens pensent que c'est le Chosen One. Ben, personne dans l'ordre Jedi l'aurait laissé entrer. Et moi, ce que j'aime, c'est que justement ces deux êtres se retrouvent et vivent pratiquement une amourette d'adolescents, malgré leur âge adulte, parce qu'ils n'en ont jamais vécu. Et il y a une véritable passion entre ces deux personnages-là qui est amplifié à l'écrit. Une chose que j'adore, Jango Fett, le chasseur de primes qui est mis de l'avant dans l'épisode 2, qui est l'autre de chaque membre de l'armée des clones, est mis de l'avant dans plusieurs passages où que justement on suit sa vie sur Kamino, sur d'autres planètes, avec son fils Boba. Et là où on pense que Jango est vraiment quelqu'un de froid, calculateur, manipulateur, un assassin, en fait, non, il tient vraiment à son fils. C'est avec un amour un peu distante, mais qui se fait vraiment ressentir à l'écrit. J'ai vraiment aimé ça. Et le meilleur point, selon moi, c'est vraiment la relation Padmé-Anakin. Il y a une scène qui n'apparaît pas dans les films, c'est que Anakin, justement, quand il fait son cauchemar par rapport à sa mère sur Naboo, juste avant qu'il parte pour Tatooine, ben Padmé l'entend avoir des terreurs nocturnes. Et justement, après ça dit de ne pas vivre un amour interdit, d'essayer de ne pas céder à leurs émotions, ben Padmé, malgré elle, aimerait ça rejoindre Anakin, le coller, le cajoler pendant qu'il fait ses terreurs nocturnes, mais elle se retient. Je trouvais que leur amour était vraiment bien, justement quand elle avoue son amour pour lui à la fête dans l'arène de Geonosis, durant l'affrontement final qui est une de mes scènes préférées de tout Star Wars, ben ça donnait un échange absolument touchant. Et dans pas long, on va en reparler justement de mes scènes préférées de Star Wars dans une future vidéo que je prépare depuis quelques temps maintenant. Et il y a 2-3 petites affaires qui faisaient moins mon affaire par rapport à cette adaptation, mais ça restait quand même une excellente lecture. Durant le livre, il y a des passages qui résument certaines scènes du film, mais qui ajoutent des éléments qui ne sont pas présents dans le film. Exemple, dans le film, à un moment donné, où que Obi-Wan et Anakin poursuivent l'un des assassins qui essaie de tuer Padmé, c'est une course-poursuite en speeder dans Coruscant. Il y a plusieurs éléments, à un moment donné, ils rejoignent un tunnel, il y a des arcs électriques, pour que finalement ils perdent l'assassin pour le retrouver un peu plus tard dans les rues de Coruscant. Mais dans cette course-poursuite-là, il y a certains éléments qui se sont ajoutés que justement n'étaient pas présents dans le film, donc quand ça se déroulait dans le livre, c'était vraiment dur à s'imaginer parce que justement j'avais la scène en tête parfaitement, j'ai vu ce film-là des dizaines de fois, mais quand la scène arrivait avec des nouveaux éléments, c'était vraiment mélangé. C'est comme pour les scènes de dialogue qui prennent à peu près tous les dialogues du film, mais que des fois ajoutent certains éléments que parfois c'est moins bien que dans le film. C'était la même chose pour la novélisation de Revenge of the Sith, que même s'il ajoutait des bons éléments comme des scènes extra qui ne se trouvaient pas dans le film, ben, il y avait quand même des choses par les dialogues qui étaient moins bonnes selon moi. Et une dernière chose que je trouve qui est quand même rigolo, comme dans le film, les clones arrivent à la toute fin. C'est quand même bizarre que le film s'appelle Attack of the Clones, et les clones arrivent dans les 20 dernières minutes du film. Dans le film, ça part, parce que ça rajoute à l'action qui se déroulait déjà dans l'arène de Geonosis, la guerre apprend, c'est vraiment une scène épique que j'adore, mais dans le livre, c'est dans les 20 dernières pages. Dans les 20 dernières pages, on a le combat dans Geonosis, dans l'arène, où tous les Jedi se retrouvent, les créatures qui attaquent les Jedi, les droïdes qui attaquent les Jedi, les clones qui arrivent, la poursuite en gunship, Dooku qui affronte Obi-Wan et Anakin, Dooku qui affronte Yoda. Après ça, t'as le mariage de Padmé et Anakin, c'est comme fin! C'était très vite comme fin, mais c'est un élément vraiment mineur par rapport à toutes les belles qualités de ce livre-là. Pour les plus habitués de cette émission, vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas donné de notes à mes lectures.
J'aimerais essayer un petit quelque chose qui se retrouvera dans les prochains épisodes de l'entre de la lecture. J'aimerais donner mon ordre de préférence à mes lectures avec leurs notes, afin de vous laisser deviner à peu près quelle note je donnerais à mes livres durant mes explications. À la troisième place de mon classement, on retrouve Dark Journey. Comme vous l'avez très bien entendu dans ma review, clairement, c'était pas le meilleur des New Jedi Order. C'est plate parce que j'aimerais vraiment aimer cette série-là, mais elle se tire beaucoup trop et malheureusement, j'ai donné un D-. C'était pas le pire livre Star Wars, c'était pas ma pire lecture de tous les temps, mais c'était juste pas le fun à suivre. Sur une note complètement différente, on a un A-. Est-ce que Attack of the Clones était moins bon que Les Péchés Ordinaires? Mais je dirais que Péchés Ordinaires avait une petite coche en dessous de Attack of the Clones, donc c'est pour ça qu'il se retrouve à la deuxième place avec un solide A- quand même. Le style était génial, les liens entre les personnages étaient vraiment original, les thématiques c'était vraiment une bonne approche pour ce genre de livre-là. Sérieusement, si vous trouvez ce livre en magasin, n'hésitez pas à vous le procurer parce que c'était une excellente découverte, puis on va en parler sûrement de cet auteur-ci dans des prochains épisodes. Pour l'instant, j'ai une bibliothèque pleine, donc je pense pas que je vais aller m'acheter de nouveaux livres avant d'en finir une couple. Et sans surprise, ma meilleure lecture du mois dernier, c'était vraiment Star Wars Attack of the Clones. C'était facile parce qu'il me rejoignait à mon âme d'enfant qui adore ce film encore aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner afin de ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Commentez, likez, partagez cette vidéo à vos amis, pourquoi pas. Et on se retrouve pour un prochain L'Entre de la lecture ou une future vidéo sur ma chaîne YouTube. Lisez des livres, prenez soin de vous et salut!